Bonjour, je suis Quentin Mousseau, étudiant en licence 3 ABT, mention biologie cellulaire et moléculaire, et je vais vous présenter le stage en laboratoire que j'ai effectué de janvier à mai 2020 au sein de l'équipe 1 du CRCINA et encadré par Marie-Claire Deswilder. Une partie des chercheurs de l'équipe 1 du CRCINA s'intéresse à la biologie des lymphocytes T gamma delta ou lymphocytes T non conventionnels. Ces lymphocytes encore mal connus mais ayant de nombreux rôles biologiques comme la lisse de cellules infectées ou la production de cytokines ne représentent que 5% du total des lymphocytes T humains, les 95 autres pourcents étant les lymphocytes T alpha-bêta ou conventionnels. A noter que le nom des deux types de lymphocytes T est tiré de leur chaîne constituant leur TCR, une chaîne alpha et une chaîne bêta pour les lymphocytes T conventionnels, et une chaîne gamma et une chaîne delta pour les lymphocytes T non conventionnels qui m'ont intéressé durant ce stage. Ces deux types de TCR n'ont alors pas le même fonctionnement pour activer le lymphocyte auquel il est rattaché. En effet, là où le TCR alpha-bêta reconnaît un peptide antigénique au sein d'une molécule de CMH, le TCR gamma-delta, lui, reconnaît une classe de protéines appelée butyrophiline. Cependant, le rôle exact de ces protéines dans l'activation des lymphocytes T gamma-delta n'est pas encore très bien connu, et c'est ce à quoi j'ai travaillé durant mon stage. Je me suis alors particulièrement intéressé aux isoformes de la butyrophiline 3A, appelées BTN3A1, 2 et 3. Cependant, comme vous pouvez le remarquer, ces trois isoformes sont très homologues entre elles dans leur partie inter-extracellulaire, ce qui rend difficile la mise en place de protocoles d'étude d'une seule de ces isoformes, dans la mesure où il n'existe pas d'anticorps assez spécifiques pour ne reconnaître qu'une seule d'entre elles. Mon projet a donc été d'utiliser le système CRISPR-Cas9 dans le but d'insérer une petite séquence d'ADN appelée TAG dans la partie 5' du gène BTN3A1 afin que, une fois que celui-ci ait été transcrit et traduit en protéines, on puisse différencier l'isoforme 1 des isoformes 2 et 3 à l'aide d'un anticorps anti-TAG. La première étape de ce projet a donc été de réaliser une coupure double brin de l'ADN en 5' du gène. Nous avons décidé de tester 3 sites de coupure différents et de ensuite choisir le plus efficace dans notre situation. Nous avons alors designé 3 ARN guides appelés sgRNA qui permettent d'emmener l'endonucléase Cas9 à l'endroit souhaité dans le génome. Ici, nous avons choisi 2 sgRNA spécifiques de la fin de l'exon 1 et un dernier spécifique du début de l'exon 2. Nous avons ensuite cloné ces sgRNA dans des vecteurs qui contiennent le gène de la Cas9 et le gène de la GFP qui fait office de gène rapporteur. Le clonage du sgRNA dans le vecteur s'effectue alors entre deux sites BBS1, qui est une enzyme de restriction qui coupe l'ADN en dehors de son site de reconnaissance et laissant des bouts collants après coupure. Cela permet donc d'orienter le sgRNA dans le vecteur tout en n'utilisant qu'une seule enzyme de restriction. Une fois clonés, ces plasmides sont transfectés dans des cellules EC293, une lignée cellulaire humaine classiquement utilisée en biologie et dérivée de cellules embryonnaires de rein. La transfection est ensuite réalisée grâce au réactif Jet Prime qui utilise le mécanisme de la lipofection, c'est-à-dire que les plasmides sont complexés avec des lipides en liposome qui va leur permettre de traverser la membrane plasmique. Les cellules transfectées sont alors cultivées et après quelques temps, les cellules qui ont bien reçu le plasmide vont devenir vertes grâce au gène rapporteur qu'est la GFP. Vient alors la liste des cellules de la purification de l'ADN génomique en vue de réaliser une PCR encadrant le site de la coupure supposée afin de s'assurer que celle-ci ait bien eu lieu. Pour cette PCR, appelée PCR d'encadrement, j'ai donc designé des amorces et calculé la taille des brins amplifiés s'il n'y a pas de coupure. En revanche, si la coupure double brin a bien lieu dans certaines cellules, ces dernières vont réparer leur ADN que l'on a endommagé. Et heureusement pour nous, les cellules ne sont pas efficaces à 100% quand il s'agit de réparer leur ADN et certaines vont donc faire des erreurs. Ces erreurs, qui peuvent être de petites délétions ou insertions d'ADN au niveau de la coupure appelée indel, eh bien, elles vont changer la taille de la bande amplifiée et ça, on peut le voir sur un gel d'électrophorèse. Pour notre expérience, on a mis en place ce protocole pour chacun des sgRNA et après migration, on peut regarder ces fameuses bandes qui correspondent aux indels s'il y a bien eu une coupure. Alors je suis désolé, le gel n'est vraiment pas très beau, il y a beaucoup de bandes à spécifiques, mais bon, on arrive quand même à s'apercevoir en comparant avec les contrôles négatifs dans lesquels on n'a pas mis de sgRNA et donc dans lesquels il n'y a pas de coupure, que les deux sgRNA de l'exon 1 ne sont vraiment pas efficaces, alors que celui qui coupe dans l'exon 2 donne des résultats plus satisfaisants. Comment ça, vous voyez pas la différence? Et si là, juste là, en tout petit, on voit une légère bande qu'on ne retrouve pas dans le contrôle négatif et qui pourrait correspondre à une petite délétion à cause de la coupure double brin. Et oui, il faut avoir l'œil. Bon, comme dans l'équipe 1 du CRCINA, on aime bien la science bien faite, on ne s'est pas arrêté là et on a choisi de faire une deuxième expérience pour confirmer nos résultats. Et cette expérience, c'est un test à la T7E1. Mais qu'est-ce que c'est que donc que la T7E1? Eh bien la T7E1, c'est une mononucléase qui est chargée de couper l'ADN si des hétéroduplex se forment, ou des mésappariements si vous préférez. Du coup, comme je l'ai dit, si on a bien réussi à faire une coupure double brin avec notre Cas9 couplé à notre sgRNA, il peut se former des indels dans quelques cellules. Cela veut donc dire que s'il y a eu coupure, tous les amplicons ne seront pas identiques. La plupart seront de taille attendue, mais quelques autres seront légèrement plus courts ou légèrement plus longs.
Et c'est là que les chercheurs ont une bonne idée. Si on fait plusieurs cycles de dénaturation-renaturation des amplicons PCR, tous les brins d'ADN vont se mélanger aléatoirement, et comme tous les brins ne sont pas identiques, des hétéroduplex peuvent se former. On n'obtiendra que des bandes de taille étendue s'il n'y a pas eu de formation d'hétéroduplex, et une bande de taille étendue plus deux bandes plus petites si des hétéroduplex se sont formés et ont été coupés par la T7E1. C'est donc ce qu'on a fait, et par chance, on obtient des résultats qui concordent avec ceux obtenus en PCR. On retrouve bien chez le sgRNA de l'exon 2 une bande de 650 paires de bases plus deux bandes plus petites qui apparaissent lorsqu'on rajoute la T7E1. Donc avec ces deux expériences, on peut maintenant affirmer qu'on a réussi à faire une coupure double brin du gène BTN3A1 au début de l'exon 2. Alors c'est trop bien, on est super content, mais maintenant il faut passer au knock-in, c'est-à-dire l'insertion du tag au niveau de la coupure. Et pour faire ça, on va simplement transfecter de nouvelles cellules avec notre plasmide contenant le gène de la Cas9, le gène de la GFP et le gène qui code pour le sgRNA spécifique de l'exon 2, et transfecter en même temps un oligonucléotide que l'on a fait synthétiser. Cet oligonucléotide donneur, que l'on appelle comme ça car c'est lui qui apporte la séquence d'ADN à insérer, contient la séquence TAG flanquée de deux autres séquences d'ADN simple brin complémentaires des nouvelles extrémités du gène BTN3A1 créées par la coupure au niveau de l'exon 2. Et là, basiquement, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que sur les millions de cellules que l'on transfecte, quelques-unes arrivent à intégrer le plasmide plus l'oligonucléotide donneur, que les gènes du plasmide s'expriment bien pour que la Cas9 puisse se complexer à son sgRNA et réaliser la coupure à l'endroit qu'on a choisi, comme dans les expériences précédentes. Sauf que cette fois-ci, on a besoin de croiser les doigts une deuxième fois pour espérer que, lorsque la coupure double brin ait lieu, l'oligonucléotide donneur ne traîne pas trop loin dans les parages pour que la cellule puisse l'utiliser comme support pour réparer l'ADN qui vient d'être endommagé. Et ce mécanisme, on appelle ça de la recombinaison homologue. Et ce qui nous intéresse avec cette recombinaison homologue, c'est que comme notre oligonucléotide donneur va servir de modèle, on va pouvoir berner la cellule qui va croire finalement que le tag faisait déjà partie de son ADN avant la coupure et va donc intégrer le tag dans son gène. Bon, en vrai, sur le papier, c'est beau, mais les chances que tout se déroule comme prévu sont quand même assez minces. Mais bref, maintenant qu'on a transfecté les cellules, il faut vérifier s'il y a bien eu une intégration du tag au niveau du gène. Et pour ça, on fait encore des PCR. Deux pour être exact. L'une d'encadrement qui utilise des amorces complémentaires de l'ADN de part et d'autre du site d'insertion et que vous pouvez voir en orange, et une autre dite spécifique avec une amorce en amont du site d'insertion et l'autre étant complémentaire de la séquence tag. L'analyse des résultats est donc assez simple. Pour ce qui est de la PCR d'encadrement, on peut calculer la taille des bandes attendues avec et sans insertion pour ensuite comparer la taille des bandes obtenues après la migration sur gel. Pour la PCR spécifique, l'analyse des résultats est encore plus simple. S'il n'y a pas d'insertion, la deuxième amorce ne peut pas se fixer et il n'y a donc tout simplement pas d'amplification. Voici donc les résultats obtenus. Alors premièrement, les gels sont beaucoup plus propres car on a utilisé une ADN polymérase haute fidélité qui donne beaucoup moins d'amplification aspécifique. Ce gel correspond à la PCR d'encadrement. On retrouve une belle bande d'amplification d'environ 200 paires de bases qui sont des amplicons qui n'ont malheureusement pas intégré le tag. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve une légère bande plus haute qu'on ne retrouve pas dans le contrôle négatif et qui pourrait bien correspondre à des amplicons ayant intégré le tag. On peut donc vérifier cette hypothèse avec notre PCR spécifique et je trouve qu'on a pas mal de chance parce qu'on a une super bande d'amplification un peu plus petite que 200 paires de bases qui correspondent bien à un amplicon ayant intégré le tag. Nous avons donc quelques cellules qui semblent bien avoir intégré le tag en début de l'exon 2 du gène BTN3A1. Maintenant, pour être sûr de nous et de nos expériences, il faudrait séquencer cette portion du génome pour pouvoir dire assurément que le knock-in a fonctionné. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai dû mettre fin aux manipes de mon stage à cause du confinement, et je ne sais donc toujours pas moi-même si mes expériences ont réellement fonctionné et si ce knock-in a vraiment eu lieu, même si les résultats de PCR sont plutôt encourageants. La suite du projet est donc de séquencer ces résultats de PCR, et s'il s'avère que le knock-in est bien eu lieu comme prévu, il faut ensuite isoler un clone cellulaire tagué pour ensuite le cultiver et créer une lignée cellulaire de HEC293 constitutivement taguée sur le gène de la butyrylphéline 3A1. Ensuite, sur le long terme, l'objectif est de taguer les deux autres isoformes de BTN3A, donc la BTN3A2 et A3, avec d'autres tags afin de pouvoir discriminer facilement chacune des isoformes et pouvoir mettre en place de nouvelles expériences permettant d'identifier le rôle de chacune de ces isoformes dans l'activation des lymphocytes T, gamma delta. Pour finir, je souhaiterais remercier évidemment ma maître de stage, Marie-Claire Deswilder, ainsi que tous les membres de l'équipe 1 du CRCINA qui m'ont permis de réaliser mon stage dans les meilleures conditions possibles. Merci de m'avoir écouté et d'avoir tenu jusqu'ici. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Salut!